Bienvenue, vous nous écoutez sur le www.radioalfayda.net. Alfayda, c'est la référence. Samba, 15 ans, dans la commune de Vélingara, il y est 12h00, mesdames et messieurs. Merci de la confiance renouvelée à la radio Alfayda pour vous informer. Et vous avez fait le bon choix si vous nous rejoignez dans l'actualité de ce vendredi 28 juin 2025. Nous sommes ensemble pour une demi-heure d'information. Sur Alfayda FM, c'est l'heure du journal. Voici le sommaire. Vélingara, l'enquête sur l'affaire du bébé de 4 mois porté disparu puis retrouvé mort dans un puits à Djaoubé a évolué très rapidement. Les gendarmes de Djaoubé ont mis aux arrêts la mère du bébé. Nous nous rendrons à Vélingara dès le début de ce journal. Dans le cadre du PASNEC, une session de renforcement de capacité de 2 jours en matière d'accueil et de prise en charge des victimes de violences basées sur le genre, sa coordonnatrice que vous entendrez. Rapport trimestriel d'exécution budgétaire, l'ex-ministre de la Jeunesse Pape Malick Ndour n'a pas mis du temps pour réagir. Il dénonce un budget de confort, pas de rupture, sa réaction à suivre. Sur l'international, l'Organisation de l'énergie atomique d'Iran suspendra sa coopération avec l'AIEA jusqu'à la sécurité des installations nucléaires soit garantie, a déclaré Mohamed Bagher Ghalibaf, le chef du Parlement. Le sport à une journée de la fin du championnat, c'est le suspense total entre le leader Djaraf et son dauphin US Gorée. La revue des quotidiens, dernière note de ce journal. Mesdames et messieurs, gardez votre confort d'écoute. Le développement, c'est juste après ceci. Le journal Serigne Moussa Kane. Je vous dis bonjour, Sidi Haj Libas Mbaye assure les opérations techniques direction Vélingara pour parler de cette triste nouvelle. Amadou Djouldé Sall, un bébé de 4 mois qui avait disparu dans la nuit du 21 au 22 juin à Ngaba, un quartier situé dans la commune de Djaoubé Kandendoum, a été retrouvé mort, jeté dans un puits dans des circonstances tristes. Une enquête est ouverte. Écoutons la réaction du grand-père au micro de Yacoub Fall. C'est des choses qui est devenir un brisque, c'est qu'on n'avait pas vraiment de juger. Parce que la chose comme ce qu'il a comporté là, c'est ici ce que je habitué, mais on peut m'être rasé. Parce que je fais champ là-bas, c'est là-bas que je suis habitué. Maintenant, matin de bonne heure, moi je relevais pour aller habiliser à la prière à 4h42. C'est là que mon fils m'appelle à la téléphone. Il me dit que les enfants de ma fille là, ils ont volé des enfants. C'est là ce que je répondis qu'il faut essayer de faire attention. Il faut essayer de regarder dans l'environnement si ce n'est pas les femmes qui sont faites d'amusement. Donc moi je vais en train de prier. Je n'avais pas même considéré ça. Je priais, je terminais la prière. Encore j'ai ouvert mon téléphone, ils sont appelés et ils n'ont pas vu des enfants. Toute la journée, je paralysais, restais chez moi, je suis en train d'enquêter jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui je dis d'accord. Attends, lorsque je donnais la conseil, je le dis, il faut aller dire ça à la gendarmerie. Ils sont cherchés ça parce que la connaissance de ça, là, c'est eux qui sont connaissent. Donc lorsque je terminais prière aujourd'hui, je vais revenir à la bureau de gendarmerie. C'est là ce qu'on est en train de discuter. La dame, elle est en train de pleurer dehors. Je demandais c'est quoi. Ils sont dit, les enfants, c'est que vous avez cherché là, ils ont mis ça dans l'appui. Il y a de l'eau, mais il n'avait pas encore fonctionné. Parce que bon, il y a des années, on n'avait pas pigé ça. Vraiment, c'est indélicat. C'est qu'on n'avait pas vraiment compris rapidement. C'est une situation, c'est que vraiment, on doit tester et pencher. Parce que moi-même, il me déjà dépassé. Le grand-père du bébé retrouvé mort dans un puits à Djaoubé. Usage de la drogue chez les enfants. Le président de la plateforme J'appelle Khalayi Baba Diop mise sur la sensibilisation pour faire face à ce phénomène. Il souligne que la sensibilisation doit être conduite au sein de nos cellules familiales. Il est interrogé par Cheikh Tidiane Diagne. Je crois que tu touches du doigt un problème très crucial pour surtout les enfants. Parce que l'enfant est l'avenir de demain. Aujourd'hui, quand nous serons sur pliant, chaise pliante, ce sont ces mêmes enfants qui vont diriger ce pays. Alors je crois qu'ils doivent être préparés, orientés, organisés pour que vraiment qu'on ait des enfants sains d'esprit, sains de cœur pour pouvoir prendre en charge les préoccupations de ce pays. Maintenant, où je trouve que moi j'aime surtout les parents parce que c'est un problème d'éducation. Parce qu'on a l'habitude de dire que jur d'un koy xont mais xale d'un koy yar. Je crois que l'éducation fait défaut dans nos maisons, dans nos cercles familiaux. Si bien que l'enfant a tendance à passer outre les principes qui régissent les fondamentaux de ce pays-là, de la société sénégalaise. Aujourd'hui donc le problème est posé en termes de... Parce que quand tu libères l'enfant, quand l'enfant n'a plus de compte avec son parent, quand l'enfant est
au contact avec le net, avec les réseaux sociaux, je crois que c'est facile qu'il dérape et que maintenant, à partir de ce moment, qu'il est irrécupérable. Parce que la tendance, c'est pas de dire que nos enfants ont des problèmes, alors que les solutions doivent être tirées de la famille africaine, de l'école et de tous ces gars autour du milieu pour que l'enfant puisse vraiment s'exprimer, pour être dans les conditions de fuir tout ce qui est dérapage. Quand tu dis dérapage, c'est l'alcool, la drogue, la violence, tout ça c'est inné à l'enfant qu'on peut vraiment développer, qu'on peut vraiment éradiquer quand ils sont dans cette dynamique. Alors que eux, leur problème, c'est tout simplement de se lancer parce que c'est la facilité. Maintenant, il appartient maintenant aux parents, aux enseignants de créer un blocus pour que cet enfant puisse être un enfant de demain. L'éducation fait défaut dans nos cercles familiaux, selon toujours l'ancien directeur d'école, par ailleurs président de la plateforme Diapole Khalaï, Baba Diop. Cette sensibilisation est à conduire au niveau de l'école, qui est le processus de socialisation de l'enfance. Réécoutons-le toujours au micro de Cheikh Diagne. L'État a une responsabilité, parce qu'aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle éducation civique, éducation morale, qui sont convertis à vivre ensemble et vivre dans son milieu. C'est bien, mais pour dire, l'autorité ne se penche pas surtout sur ces principes, parce qu'on insiste sur les enseignements d'apprentissage, au lieu de se focaliser sur l'éducation de l'enfant. Parce que quand l'enfant est éduqué en éducation civique, quand l'enfant est éduqué en éducation morale, je ne vole pas, je ne triche pas, je ne fais pas de mal à un camarade. Quand il y a une pierre sur la route, je l'enlève, je respecte les principes qui régissent le pays. C'est des choses qu'on doit préparer, que l'enfant se dise, moi, j'évite tout ce qui est mauvais. Alors que si l'enfant est organisé, si l'enfant est éduqué à ce niveau, avec des actions concrètes, moi je crois qu'on peut réussir beaucoup de choses par rapport à cette question. La vente est facile aussi. Je dis que, comme la vente est facile, c'est que le parent n'y peut rien. Alors c'est l'État qui doit garantir les entrées de ces produits toxiques qui peuvent nuire. Je ne parle pas de l'enfant en particulier. Parce que l'enfant qui se donne à la drogue, il y a toujours des maladies qui viennent vers lui. Et ces maladies, c'est des fois récurrent et qui peuvent créer des problèmes à ce niveau-là. Le débat de tous les tas de la société pour être équilibré et réussir la mission qui est la leur. L'actualité régionale, nationale, c'est sur Alfayda FM 90.1. Émettons depuis Medina Baye, Cheikh Imam Hassan Sissé, studio Ali Moumara Alilo. L'info se poursuit également sur le www.radioalfayda.net. Une session de renforcement de capacité de 2 jours en matière d'accueil et de prise en charge des victimes de violences basées sur le genre s'est tenue à Kaolack dans le cadre du programme d'appui à la stratégie nationale pour l'équité et l'égalité de genre. Aline Badara Diop. Le projet d'appui à la stratégie nationale pour l'équité et l'égalité de genre, PASNEC, en session de formation des acteurs judiciaires de la région de Kaolack sur la prise en charge des violences basées sur le genre. Un atelier qui a duré 2 jours. Mamoudou Habib Kamara, adjoint gouverneur de la région de Kaolack, a présidé cette rencontre. Bon, comme vous le savez, aujourd'hui nous étions ici dans le cadre d'une session de formation de 2 jours. Une session de formation destinée aux officiers de police judiciaire ainsi qu'aux agents de forces de défense et de sécurité sur l'accueil et la prise en charge des victimes de violences basées sur le genre. Comme vous le savez, c'est une problématique qui constitue une préoccupation majeure dans notre société parce qu'en ce sens qu'elle compromet les droits humains mais aussi met en mal la dignité humaine et constitue un obstacle pour l'atteinte des objectifs de développement durable. Et sur ce, il est important de doter les acteurs de première ligne, à savoir la police, la gendarmerie, des moyens, des outils nécessaires, mais aussi la capacité et la formation utile pour que ces acteurs-là puissent prendre en charge cette question efficacement. Bintou Guissé, commissaire de police, point focal, genre de la police nationale, revient sur l'impact de la police et la gendarmerie, surtout par rapport à l'accueil des victimes. L'accueil est une étape extrêmement importante dans la prise en charge. Parce que lorsque l'accueil est raté, la victime ne poursuit même pas dans la prise en charge. C'est extrêmement important. La prise en charge des victimes est une franche collaboration des critères très importants, selon le commissaire Fat Bintou Guissé. Voilà, surtout une synergie des forces. Une synergie des forces entre les acteurs qui interviennent dans la chaîne de prise en charge. Parce que la prise en charge, elle est holistique. Elle fait intervenir plusieurs acteurs, notamment la police, la gendarmerie, la santé avec les certificats médicaux, les structures psychosociaux telles que AMO, AGS, etc. Donc il faut une synergie des forces pour pouvoir arriver à une prise en charge efficace des violences faites aux femmes et aux filles. Une situation très délicate dans notre pays, le Sénégal, d'où les scènes de violence se répètent de jour en jour, raison pour laquelle le PASNEC poursuit son chemin pour la lutte tout en impliquant la police et la gendarmerie pour une bonne prise en charge des violences basées sur le genre.
Alun Badara Diop, selon la coordonnatrice Awanger Fall, l'objectif de cette formation, c'est de doter les concernés des capacités sur la prévention des victimes et une prise en charge adéquate. Une étude de l'ANDS révèle que 80% des femmes ont été victimes de violences au courant de leur vie. Nous sommes aujourd'hui à Kaolack dans le cadre d'une session de renforcement de capacité des officiers de police judiciaire sur la prise en charge des victimes de violences basées sur le genre, notamment les violences faites aux femmes et aux filles. Comme vous le savez, nous notons une recrudescence de ces violences, attestée même par une étude récente de l'ANSD, une étude de référence nationale sur les violences, qui a démontré que plus de 80% des femmes, en tout cas, ont été victimes de violences au courant de leur vie. Donc, pour vous montrer comment la problématique est cruciale. Et nous savons que la prise en charge des victimes, elle est importante, aussi bien pour l'aspect judiciaire que social. Et la police et la gendarmerie constituent en général l'une des portes d'entrée. Et de la façon dont les victimes sont traitées dès le premier accueil dépend donc le reste de la procédure. Est-ce qu'ils vont poursuivre les poursuites ou non? Et c'est dans ce cadre-là que nous avons jugé utile de les outiller, donc de les doter de compétences pour une réponse de qualité face à ces victimes de violences, mais aussi que cette réponse soit coordonnée et concertée. C'est dans ce cadre qu'en plus des officiers de police judiciaire, nous avons aussi invité d'autres structures d'offres de services aux victimes de violences, notamment les services techniques déconcentrés de l'État, comme les services du ministère de la Famille et de la Solidarité et le Développement communautaire et les directions de la famille, mais aussi le ministère de la Justice, notamment avec l'AYOMO, le ministère de l'Éducation avec les CAOSP, et le ministère de la Santé avec l'action sociale, mais aussi les organisations de la société civile, comme à Kaolack AGS, qui est en partenariat avec même le PASNEC dans la mise en place de la boutique du droit, mais aussi la Professe. Et en tout cas, l'objectif de ces 2 jours de conclave, c'est de sortir avec des réponses coordonnées et concertées pour la prise en charge de ces victimes de violence. Et le gouverneur l'a dit, c'est pas seulement une question de droits des femmes, mais c'est des questions de justice sociale, donc de droits humains, parce que les droits des femmes, on ne cesse de le répéter, sont tout simplement des droits humains. À l'instant, la coordonnatrice du PASNEC, Awanger Fall, montrait comment la recrudescence de ces victimes est cruciale. La commissaire de police, par ailleurs, point focal genre de la police nationale, Bintou Guissé, revient sur l'accueil des victimes, une étape primordiale dans la prise en charge des victimes. Nous sommes réunis dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'appui à la stratégie nationale pour l'équité et l'égalité des genres dans sa phase numéro 2, parce qu'il y avait déjà une première phase. Donc dans ce cadre, le ministère de la Femme et des Solidarités collabore avec le ministère de l'Intérieur pour la mise en œuvre. Et c'est pour renforcer la capacité des officiers de police judiciaire, c'est de la police et de la gendarmerie, sur l'accueil et sur la prise en charge des victimes de violences basées sur le genre. Parce que nous sommes ce qu'on appelle les primo-intervenants. PASNEC l'a tellement compris que le projet a décidé de renforcer la capacité des primo-intervenants, qui sont des acteurs importants dans la chaîne de prise en charge, en tout cas des femmes et des enfants qui sont victimes. D'où la nécessité pour nous d'insister sur l'accueil dans les services de police et de gendarmerie. Parce qu'on n'accueille pas une victime de violence de la même façon qu'on accueille une victime d'une autre infraction. C'est extrêmement important. Vous suivez le journal. Sur Alfayda FM, la radio qui vous informe partout que vous soyez dans le monde. Le rapport d'exécution budgétaire du premier trimestre 2025 et du quatrième trimestre 2024 a été analysé par l'ex-ministre de la Jeunesse, Pape Malick Ndour. Selon lui, ce rapport décline un budget de confort, pas de rupture, et 3 points méritent une notation particulière. Voici ses propos. Écoutez, vous savez, les rapports d'exécution budgétaire qui ont été publiés sous la nouvelle gouvernance laissent apparaître quand même des écarts majeurs entre les engagements qui ont été annoncés et les résultats qui ont été constatés. Et par rapport à ça, il y a 3 points quand même qui méritent une attention particulière. D'abord, il y a la moins-value de près de 40 milliards de francs CFA qui a été constatée au premier trimestre 2025. Ces recettes attendues selon les prévisions n'ont pas du tout été mobilisées et pourtant le gouvernement nous avait rassuré qu'il avait présenté à l'Assemblée nationale un budget sincère, un budget conforme à la réalité économique. Vous vous rappelez, autant il disait même que cela était
c'est une rupture systématique par rapport à ce qui se passait dans la gestion précédente. Ce décalage nous oblige donc aujourd'hui à nous poser une question très simple. Où sont passés ces 40 milliards de francs CFA? Donc, à défaut d'une réponse claire, le gouvernement devrait assumer qu'en vérité, son budget n'a jamais été sincère. En tout cas, sur ce point, on constate un faux départ budgétaire et j'espère que les conséquences sont en train d'être tirées et pour rectifier le tir durant le second trimestre. Maintenant, pour ce qui est du niveau des investissements publics, il est constaté que le niveau assez bas des investissements exécutés par l'État sont assez alarmants. 2,64 milliards de francs CFA ont été exécutés par l'État au premier trimestre, ce qui de notre point de vue est très faible. Surtout que pendant ce temps, les dépenses de fonctionnement explosent. 84,65 milliards pour l'achat de biens et services et plus de 460 milliards de francs CFA de transferts courants. Les contrastes donc sont assez flagrants et l'enseignement qu'on en tire est que lorsqu'il s'agit de faire fonctionner l'appareil administratif, tout semble fluide, il n'y a pas de difficulté, mais dès qu'il est question d'investir pour les populations, on évoque des lenteurs, des procédures ou même l'attente d'un feu vert de la primature. Donc le résultat finalement est sans appel. Nous avons un budget de confort, pas un budget de rupture. Nous avons un budget qui entretient le système, mais qui ne transforme absolument rien du tout, qui n'investit pas du tout, et avec comme conséquence une économie à l'arrêt, une jeunesse oubliée et un pays qui tourne à vide. À l'instant, l'ex-ministre de la Jeunesse, Pape Malick Ndour, sur la publication des rapports d'exécution des finances publiques. Selon l'économiste Pape Abdoulaye Seck, c'est un moment très important, un moment de communication entre les gouvernants et la population, et cela permet d'avoir un suivi régulier de toutes les informations à caractère économique. Je pense que c'est très important. La publication des rapports, surtout d'exécution des finances publiques, constitue un élément important. Un grand moment de communication entre les gouvernants et la population de façon générale, pour leur montrer exactement ce qu'ils sont en train de faire et qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui n'a pas été fait et pourquoi ça n'a pas été fait. Du point de vue économique et financier, le budget que l'Assemblée nationale a mis à disposition, a voté pour le gouvernement, a été exécuté et maintenant montrer également la voie qui est tracée par rapport au premier trimestre. C'est déjà le fait de permettre d'avoir des informations trimestrielles, permet d'avoir un suivi régulier de toutes les informations à caractère économique pour la population, mais également pour le contrôle citoyen. Donc je pense que c'est une très bonne chose. Maintenant, à regarder un peu sur les différents rapports, on pourrait être tenté de faire des comparaisons par rapport à 2025, le trimestre de 2025, et ce qui a été fait en 2024, pour ne prendre que ces années qui sont les années les plus récentes. Pourquoi? Parce que 2025, c'est déjà une nouvelle équipe avec un nouveau budget que cette équipe-là a mis en place et qui est en train de dérouler. Et pour 2024 déjà, c'est en fait une exécution entre l'ancien régime et le nouveau régime. Donc c'est une exécution combinée des deux régimes qui donne les situations de 2024. Maintenant, à partir de 2025, nous avons une situation réelle exécutée par le nouveau régime avec son nouveau programme, donc qui donne également certaines informations par rapport à ça. Nous avons quand même noté un certain déséquilibre entre les recettes et les dépenses qui s'accentue. La dette publique quand même augmente et c'est même dans l'ordre de 47,62% si on compare uniquement le déficit de l'année passée, les 822 milliards,32 à la situation actuelle qui résulte des déséquilibres entre les recettes et les dépenses. Actuellement, nous avons des recettes de l'ordre de 1419,45 milliards, des dépenses contre 1027,82 milliards, soit un déséquilibre de 391,63 milliards de francs CFA. Ça constitue en fait une pression budgétaire et ça engendre une recrudescence des emprunts à travers les BAT, ce qu'on appelle les bons assimilables du trésor ou bien les bons du trésor, et cela peut constituer une menace. Pourquoi? Parce que cette hausse continue du déficit budgétaire engendre un besoin beaucoup plus pressant en termes de financement. Et compte tenu de l'environnement extérieur qui est instable, critique et même difficile, avec les guerres, les taux d'intérêt, les relations avec les FMI, l'aide extérieure qui devient de plus en plus réduite, etc. Donc, ça constitue une menace sur la stabilité même de notre budget. C'est vrai que, de façon globale, dans la mobilisation des recettes en 2024, nous avons les recettes globales sont à un taux de 103,91% et les dépenses 103 également, 71% des crédits ouverts. Ça veut dire quoi? Cela veut dire effectivement qu'il y avait quand même très bonne mobilisation des recettes. Nous avons atteint les objectifs qui ont été fixés par rapport à cela. Et dans cette affaire d'objectifs, ce qu'il faut remarquer, c'est que nous avons des recettes d'ordre fiscal qui ont augmenté de 5% par rapport à 2023 et des recettes d'ordre non fiscal qui ont connu une baisse de 11,64%. Mais le plus grave, c'est en fait les dons en capital. Pape Abdoulaye Seck poursuivra que pour les dons externes sous forme de dons en capital ont dépassé les attentes avec 128,11 milliards mobilisés, soit près du double des prévisions.
Si vous regardez les dons en capital, nous avions 128,11 milliards de dons en capital issus de la Banque mondiale, des GIZ, l'USAID et l'AFD. Et actuellement, à l'heure où on parle, nous avons les dons en capital qui ont drastiquement chuté de 71%. Nous avons 8 milliards sur 245 milliards de prévus. C'est de l'ordre de 3,27%. Et c'est pourquoi il faut souligner cela, parce que également, c'est un élément important. L'essentiel des dons de l'édition précédente provenait de la Banque mondiale, GIZ, l'USAID et l'AFD. Et si vous regardez bien, l'USAID s'est retiré. Si vous regardez bien, certains programmes de la Banque mondiale également n'ont pas encore redémarré. Et si vous regardez bien également, au niveau de l'AFD, ça marche. C'est pas encore le grand rush. Ça veut dire que ces 8 milliards que nous avons actuellement en termes de mobilisation de ressources extérieures traduit un peu la géopolitique ou l'état, ce que j'appelais tout de suite l'environnement extérieur instable. Oui, c'est évident. Non, les impôts, en fait, si vous regardez bien la progression par rapport aux recettes fiscales, nous avons une progression qui est en train de diminuer. Bon, nous avons toujours une hausse, mais cette hausse-là de l'ordre de 5%, les recettes fiscales par rapport à 2023, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons peut-être atteint le seuil de saturation, en tout cas de la catégorie d'impôts qui existait. Donc, pour encore augmenter les recettes d'impôts, il va falloir trouver d'autres niches fiscales. Il va falloir faire une nouvelle politique fiscale adossée sur d'autres niches et élargir la base de l'assiette. En termes de rentrée sur les recettes qui existaient déjà, nous avons presque atteint le second. Alors, l'endettement qui devient de plus en plus critique des entités de l'État, le risque de sous-financement des projets et programmes, du fait de la faible mobilisation de la contrepartie extérieure, ce qu'on appelle la faible mobilisation des ressources extérieures, ça crée, comme je l'avais dit tantôt, un besoin pressant, urgent, une pression budgétaire, une recrudescence des emprunts. Nous serons de plus en plus sur le marché pour emprunter. C'est d'ailleurs les dernières informations, les dernières critiques que les gens formulaient à l'endroit du gouvernement actuel en disant que chaque semaine ou chaque mois, on est en train d'emprunter. Oui, parce que c'est la situation qui l'exige. Nous avons quand même des difficultés pour mobiliser des ressources extérieures de façon suffisante, bien que nous sommes en train de travailler à l'interne pour avoir également des ressources, mais également le niveau de dépenses est resté le même. Cela veut dire que donc, nous avons une hausse continue du déficit budgétaire. Si vous prenez l'endettement des entités publiques, nous avons un endettement de l'ordre de 792,88 milliards. Et cet endettement-là est constitué de 67% de dette bancaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une dette qui est à court et moyen terme. Ce n'est pas une dette à long terme. Les banques n'accompagnent pas sur le long terme, 10 ans, 15 ans. Non. Les banques accompagnent sur le moyen terme et le court terme. Donc, si l'essentiel de cette dette des entités publiques, un échantillon de 176 qui a été fait 192,88, il y a de quoi également se poser des questions sur les remboursements futurs, sur les échéances, mais également sur le besoin de financement à long terme. Nous avons sérieusement des problèmes sur l'équilibre de notre budget en termes de mobilisation de ressources extérieures, mais en termes également d'élargissement de l'assiette. Donc, il va falloir qu'on trouve d'autres pistes, une nouvelle politique fiscale, mais également trouver d'autres pistes et d'autres moyens pour la mobilisation de ressources extérieures qui nous permettraient d'être beaucoup plus à l'abri des aléas de l'environnement extérieur instable et critique. Pape Abdoulaye Seck, économiste. Tension au Moyen-Orient, les activités économiques seront menacées par une inflation très élevée pour les pays non producteurs de pétrole qui vont subir ces inconvénients. C'est l'avis de l'économiste à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, Meïssa Babou. Les impacts globalement vont toucher tout pays du monde si c'est très conditionnel. Le Dormouz est fermé parce que actuellement l'Iran menace de fermer ce détroit-là qui est un passage entre les deux golfes Persiques et le golfe d'Oman où transite 30% du pétrole mondial, dit-on, et 20% de gaz. C'est une quantité vraiment élevée. Ce qui fait que d'après les experts, si l'Iran, j'ose croire qu'ils n'iront pas jusque-là, si l'Iran décide de fermer ce passage, effectivement, le baril du pétrole peut passer de 140, 150 à $700, ce qui est extraordinairement élevé. Et quand on sait que la grande production aussi de l'Iran actuellement sous bombardement est bloquée, si vous y ajoutez le transport de 30%, mais ça risque d'être une quantité énorme de pétrole non disponible, ce qui fera que l'inflation sera exponentielle. Ce sont les activités économiques globalement qui seront donc menacées par une inflation qui risque quand même d'être extrêmement élevée. Beaucoup plus quand même pour les pays non producteurs de pétrole qui vont subir davantage ces impacts. Si on prend le cas du Sénégal, qui déjà exporte au moins les 2 tiers de production en Chine, mais qui ne passe pas par ce détroit d'Ormuz-là, on peut dire qu'effectivement le Sénégal peut être à l'abri de ce phénomène, mais que aussi le Sénégal au moins est à 70-80% de raffinage de ses besoins en pétrole, parce que je crois que c'est peut-être un tiers seulement qui est en train d'être raffiné. Ça ne court pas non 100%, mais au moins nous avons une très bonne couverture. Ce qui fait qu'on peut, en tant que pays de pétrole, très loin de ce golfe Persique-là, ce détroit d'Ormuz-là, peut effectivement se sortir de cette inflationniste par des ressources internes, mais aussi son commerce avec la Chine ne dépend pas du tout de ce passage-là. Et donc le Sénégal peut rester quand même en rapport aux autres. Vous suivez le journal. Sur Radio Al-Fayda à Kaolack.
Alfayda FM, la radio de référence, il est exactement 12h23 au marché central de Kaolack. Pas de pénurie du sucre sur le marché et le prix qui a été fixé par l'État du Sénégal a été respecté par les commerçants. Le chargé de communication de l'association des boutiquiers il est en phase avec le ministre Aliou Sow que je vous propose d'écouter. À notre niveau, il n'y a pas de pénurie de sucre. Peut-être nous l'avons entendu, mais à notre niveau, il n'existe pas cette pénurie, quoi. Et nous étions à l'écoute de nos membres qui sont au niveau national, mais jusqu'à présent, ils nous ont pas fait part de cette pénurie-là. Bon, d'habitude, après les fêtes de la Tabaski, souvent on note ces gens de soi-disant pénurie, alors que c'est dû au fait que souvent les gens qui travaillent chez les grossistes, ils partent dans les régions pour fêter la Tabaski. Et d'habitude, c'est par manque de personnel que ces gens-là ne vendent pas le sucre. Donc souvent, c'est dû à cela. Non, il n'y a pas de hausse sur le prix du sucre, parce que moi, présentement, je ravitaille couramment chez mon grossiste. Et en plus, nous respectons le prix qui a été fixé par l'État du Sénégal, vendre le kilogramme à 600 francs. Donc nous respectons ça et nous avons donné ordre à nos membres de respecter cela aussi. Donc s'il y a hausse du sucre, c'est pas au niveau de nos membres. Oui, je suis en phase avec le ministre du Commerce. Tout ce qu'il a dit, bon, tu sais, il y travaille avec des techniciens. Donc tout ce qu'il dit, bon, c'est par la teneur de l'information, il est informé. Donc il n'y a pas de pénurie. Mais bien sûr, il y a des commerçants véreux qui le font aussi presque présentement à Dakar. Ce ne sont pas des nationaux. D'habitude, ce sont ceux-là qui font ça. Ils portent une spéculation sur le sucre pour augmenter le prix du sucre. Mais alors que ça, c'est pas normal. Nous, en tant qu'une association, étant aussi des Sénégalais, nous n'accepterons pas cela. Donc, il n'y a pas de prix du sucre, il n'y a pas d'augmentation du sucre. Le prix du sucre, c'est toujours à 600 francs le kilogramme. Donc, les Sénégalais le savent. Les Sénégalais aussi n'ont qu'à dénoncer cela qui essaie d'augmenter le sucre. À l'instant, le chargé de communication de l'association des boutiquiers, Aliou Sow. Éducation, nous en parlons dans ce midi. La région de Fatick fête ses élèves, fête de l'excellence. Les meilleurs élèves de la région de Fatick ont été primés. 38 filles et la meilleure moyenne est de 19,75. Écoutons Fatou Djendjaï. Aujourd'hui, nous avions à primer les meilleures filles de la région de Fatick, de l'élémentaire au lycée, en passant par le moyen. Pour l'élémentaire, nous avons la Miss PAM, le programme d'amélioration de l'enseignement des mathématiques à l'élémentaire. Il y a aussi les Miss Sciences organisées au niveau national. Celles qu'on a retenues au niveau régional, on les a primées. La reine nous vient de Soum, la première dauphine Soum, la deuxième dauphine Sokone. Nous avons primé aussi les Miss Maths au niveau national. Mais sélectionnées au niveau régional. Nous avons primé les meilleures filles en première, S1 et S2, en TS, que ce soit S1 ou bien S2. C'est pour vraiment pousser les jeunes filles à aimer et à opter pour les séries scientifiques. Elles sont au total de 38 filles. La meilleure moyenne, c'est 19,75. Au niveau de l'élémentaire, la meilleure moyenne, c'est 10 sur 10. Mais il reste toujours des choses à faire. Les parents n'aident pas les jeunes filles. Mariage et études, ça ne rime pas. Donc c'est ça notre problème. Il y a aussi un autre problème au niveau du lycée. Quand les filles obtiennent leur baccalauréat, une fois à l'université, on leur donne un mariage et tout est fini. Dans la région de Fatick, nous avons le taux le plus élevé en grossesse et mariage précoce. Alors que la Scofi est née à Fatick. 30 ans après, on se retrouve avec le taux le plus élevé. C'est écœurant. Dans les milieux Saloum, c'est les mariages. Donc, nous interpellons les parents. Avant de donner la fille en mariage, il faut la laisser jusqu'à ce qu'elle ait au moins 16 ans. Mais 12 ans, on leur donne un mariage. Il y a aussi le protocole de Maputo. Les jeunes filles, c'est 18 ans. Nos autorités, il faut qu'elles nous aident à freiner ce phénomène. Actualité internationale. 12h27 à Medina Bay, 5 heures de plus sur la bande de Gaza. C'est l'internationale organisation de l'énergie atomique d'Iran suspendra sa coopération avec l'AIEA jusqu'à la sécurité des installations nucléaires soit garantie, a déclaré Mohamed Barer Ghalibaf, il est le chef du Parlement. Le bilan du sommet de l'OTAN qui vient de se tenir à La Haye, comme le voulaient les Américains, les dépenses de défense devront augmenter d'au moins 5% du PIB dans les États membres, lesquels s'engagent à se défendre mutuellement en cas d'attaque. En marge du sommet, Donald Trump s'est entretenu avec son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky. Les deux hommes se félicitent d'une bonne rencontre. Actualité internationale. Après 12 jours de guerre contre Israël, l'Iran se plaint de la partialité de l'AIEA. Sa coopération avec l'organisation est suspendue. Au Kenya, 2 personnes tuées par balle. C'était lors de manifestations à Nairobi, commémorant le mouvement citoyen de l'an dernier. Actualité
internationale. L'Iran a décidé de tourner le dos à l'Agence internationale de l'énergie atomique, conséquence de sa guerre de 12 jours avec Israël. Le Parlement a voté ce matin la suspension de la coopération avec l'AIEA que dirige Raphaël Grossi. Téhéran lui reproche un manque d'impartialité. Actualité internationale. L'Iran, toujours, des funérailles nationales sont en préparation. Elles auront lieu samedi en l'honneur des hauts gradés et des scientifiques tués lors de la guerre qui vient de prendre fin. Enfin, le pays annonce que les mesures de durcissement dans l'accès à Internet appliquées il y a une semaine en pleine guerre avec Israël, que ces mesures vont être progressivement levées. Autre grand titre dans l'actualité du jour, le sommet de l'OTAN qui vient de se tenir à La Haye. Avant de se quitter, les dirigeants des 32 États membres se sont mis d'accord sur une déclaration finale. Les dépenses de défense devront augmenter d'au moins 5% du PIB des États membres, lesquels s'engagent à se défendre mutuellement en cas d'attaque. Le nouvel objectif financier répond à une demande de Donald Trump, mais aussi aux craintes grandissantes des Européens à l'égard de la Russie. Pour sa part, le président américain s'est montré plutôt rassurant quant à son engagement à protéger les autres membres de l'Alliance. En marge du sommet, Donald Trump s'est entretenu avec son homologue Volodymyr Zelensky. L'épisode de la brouille en novembre dernier dans le bureau ovale à Washington semble oublié. Volodymyr Zelensky, en effet, dit avoir évoqué une trêve en Ukraine lors d'une longue réunion constructive. Donald Trump évoque lui aussi une bonne rencontre. Aucun pays n'est à l'abri de la torture, c'est le constat plutôt glaçant de l'Organisation mondiale contre la torture qui publie aujourd'hui son premier index mondial, sorte d'atlas, État par État. Le panorama est encore incomplet, mais il témoigne déjà d'une sorte de retour en arrière après des décennies de progrès. Actualité internationale. Je le disais dans les titres, au moins 2 morts tués par balle au Kenya. Les manifestations en hommage au mouvement citoyen réprimé il y a un an, ces manifestations ont tourné aux violences dans la capitale Nairobi. Déployée en nombre, la police kenyane n'a pas hésité à ouvrir le feu sur les jeunes manifestants. Direction maintenant l'Inde où un rapport souligne les progrès, mais aussi le travail qu'il reste à accomplir pour lutter contre le travail des enfants. Les ONG, auteurs du document, appellent à redoubler d'efforts pour lutter contre ce fléau dans le pays le plus peuplé du monde. Actualité internationale. Rumeur de coup d'État en Arménie. Le Premier ministre Nicole Pachinian affirme que les forces de l'ordre ont déjoué une tentative impliquant un opposant qui est aussi un ecclésiastique, un certain Bagrat Galstanian, qui aurait tenté de prendre le pouvoir. L'an dernier, cet homme a pris la tête d'un mouvement de protestation qui accusait le Premier ministre arménien d'avoir cédé des territoires à l'Azerbaïdjan. Bagrat Galstanian a été arrêté. Actualité internationale. Les intelligences artificielles génératives peuvent-elles s'appuyer sur des livres sans l'autorisation de leurs auteurs? Cette question est centrale depuis que ChatGPT a fait sensation en 2022 avec son outil conversationnel. Depuis, tous les géants de la tech et de multiples startups se sont engouffrés dans la brèche, quitte à piller les œuvres protégées. Dans la musique, le cinéma, la littérature, les ayants droit ont intenté des procès. Premier élément de réponse, Nathanaël Vitran. À San Francisco, un juge fédéral a tranché en partie en faveur de l'IA. Et sport. Une page sportive que nous ouvrons avec la 29e journée de la Ligue 1 hier. Dakar Sacré-Cœur et Walerno fait match nul, 1 but partout. US Gorée bat Agel de Rufisque 2-1. Teungueth FC bat US Ouakam 2-0. Génération Foot bat Diamono de Fatick 3-2. AS Pikine HLM de Dakar 0 but partout. Casa Sport Guédiawaye Football Club 0 but partout. Linguère battu par Oslo FA 1-2. Jaraaf bat Sonacos 2-0. Au classement, Jaraaf est leader avec 51 points, suivi de US Gorée 51 points. US Ouakam est 3e avec 45 points. Le bas du classement, on retrouve Oslo FA et le Diamono de Fatick. Pour la Ligue 2, la suite hier, Thiès FC bat Étoile Lusitana 1-0. Aïs Saloum battu par Duc 1-2. Écoutons à présent la réaction du coach au micro de Cheikh Tidiane Diagne. À 2 buts, malheureusement, c'est une petite naïveté. Les gosses ont encore pris un but à la 90e minute pratiquement. Et là, pratiquement, ça a coupé le moral. Et c'est dommage encore une fois parce que c'est le football. Le football est ainsi fait. Il faut avoir une victoire, un match nul ou une défaite. Mais vraiment, des fois, avoir certaines défaites, des fois, c'est déplorable. Au moment où tu tiens le match en main et tu concèdes ton but, souvent, c'est un peu difficile. Mercato, le défenseur central sénégalais de 23 ans s'est engagé avec Queen Park Rangers, club évoluant en Championship, équivalent de la 2e division anglaise. La durée de son contrat
n'a pas été précisé dans le communiqué. Formé au Metz, Amadou Mbengue avait rejoint Reading en 2022. Mondial des clubs hier, 3e journée, Juventus Turin battu par Man City 5-2. WAC Casablanca qui perd devant Al Ain 2-1. Retour chez nous pour parler du basket. L'AS Ville de Dakar a parfaitement lancé sa finale des play-offs en s'imposant face à la Jeanne d'Arc lors de la manche aller disputée hier jeudi. En s'imposant sur le score sans appel de 66-46. Beach volley après la victoire contre la Gambie en ouverture de la compétition 2-0. Le Sénégal a battu hier le Rwanda 2-0 pour sa deuxième sortie dans le Continental Cup de beach volley. La paire sénégalaise termine premier du groupe E et se qualifie au tour suivant. C'en est tout pour cette page sportive. La revue de presse. L'Obs Pop place le soleil sur quotidien Walf le matin. Nous sommes le vendredi 27 juin 2025. La presse du jour lue et parcourue en 3 minutes 21 par Nefatou Sissé. Les détails du rapport de la CENTIF teinté d'évasion fiscale, de blanchiment de capitaux, conflits d'intérêts, abus de biens sociaux, liste ce matin Libération. Le journal avec qui nous ouvrons cette revue des titres à la une des quotidiens sénégalais. Paru ce vendredi, dans les secrets des opérations douteuses du dossier Premier Bête, révèle entre autres que des transferts massifs de fonds vers Londres, depuis des comptes et des sous-comptes ouverts à Dakar, sont à l'origine de l'enquête de la CENTIF. Pendant que Premier Bête poursuit toujours, Libération se déclarait en faillite, laissant ses employés dans le désarroi. Plus d'1 milliard de francs CFA ont été puisés du compte de Click Digital Marketing entre septembre 2023 et mars 2024. Et puis le soleil entre les secteurs du BTP, de l'énergie avec les fournisseurs, annonce ce matin le décaissement prochain de 500,9 milliards de francs CFA pour solder les comptes. En effet, dit le quotidien national, dans la loi de finances rectificative 2025, l'État a décidé de dégager ce montant pour apurer ses arriérés de paiement. Une belle bouffée d'oxygène pour le secteur privé, note le soleil. Et puis en Chine, le quotidien Yorio, qui tient fermement le sujet relatif au déplacement du Premier ministre Ousmane Sonko à Pékin, évoque ce matin le succès économique de la Chine et qui constitue un modèle inspirant pour le Sénégal. Le Sénégal où des nominations sont contestées dans la santé, renseigne dans sa parution du jour Les Échos. La colère gronde chez les travailleurs, note le journal. Déficit budgétaire, croissance économique et investissement, tous les signaux sont au rouge. Barre à sa une enquête. Pendant ce temps, l'opposition qui n'approuve pas la gouvernance politique et économique du régime PASTEF sonne la charge. Titre de son côté Sud Quotidien. Ironie de l'histoire, se demande Vox Populi, et pour cause, dit le journal, Macky et compagnie réclament des comptes à Diomaye Sonko sur le rythme effréné d'endettement. 10 milliards de dettes sans effet sur le quotidien du Gourgourlou, écrit la Tribune, indiquant que l'APR invite à ce propos le gouvernement à créer un ministère exclusivement de l'endettement. À la une de l'évidence, l'affaire des véhicules du Parlement et les dessous révélés, je cite, par l'enquête de Zeynab Sankaré. Vaste réaménagement judiciaire. Plusieurs quotidiens au Conseil supérieur de la magistrature reviennent ce matin sur le contenu de la rencontre en ce qui concerne les affectations. La Cour suprême secouée, le pôle judiciaire financier renforcé, note l'info qui a sa une met le focus ce matin sur le cri du cœur de Pape Abdoulaye Touré, lancé à l'occasion de la journée internationale pour un monde sans torture hier 26 juin. Torturé, oublié, trahi, lâché par l'État PASTEF et la justice, relate à ce propos l'info. Sport, 29e journée et avant-dernière journée de Ligue 1, Teungueth écarte l'US Ouakam de la course. Barre à sa une Tribune Sport qui annonce que le titre de champion se jouera entre le Jaraaf et l'US Gorée. Jamono Fatick, dit le journal, est relégué en Ligue 2. Partenariat agricole, le Vietnam prêt à soutenir le Sénégal vers l'autosuffisance en riz. Le titre, barre la une du quotidien Le Point. La fin de cette édition, une mise en onde de Sédiraj Libas Baye. La rédaction en chef a été assurée par Nefatou Sissé. Était devant ce micro, Serigne Moussa Kane. L'info revient dans moins de 20 minutes. Ce sera en Wolof avec Mariam Ba. Tout de suite, un rappel de ce qui a fait l'essentiel de ces 12 heures. Vélingara, l'enquête sur l'affaire du bébé de 4 mois porté disparu
puis retrouvé mort dans un puits à Djaoubé, a évolué très rapidement. Les gendarmes de Djaoubé ont mis aux arrêts la mère du bébé. Nous nous sommes rendus à Vélingara. Dans le cadre du PASNEC, une session de renforcement de capacité de 2 jours en matière d'accueil et de prise en charge des victimes de violences basées sur le genre. Sa coordonnatrice, Ndeye Ofal, que vous avez entendu au courant de ce midi. Rapport trimestriel d'exécution budgétaire. L'ex-ministre de la Jeunesse, Pape Malick Ndour, n'a pas mis du temps pour réagir. Il dénonce un budget de confort, pas de rupture. Sa réaction, vous l'avez suivi dans ce journal. Sur l'international, l'Organisation de l'énergie atomique d'Iran suspendra sa coopération avec l'AIEA jusqu'à la sécurité des installations nucléaires soit garantie, a déclaré Mohamed Barer Galibaf, le chef du Parlement. Et puis sport, à une journée de la fin du championnat, c'est le suspense total entre le leader Jaraf et son dauphin US Gorée. La revue des quotidiens a mis un terme à ce 12 heures. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir prêté une oreille si attentive. Le journal Serigne Moussa Kane.